Merci beaucoup, Charlotte, Jean-Claude, pour ce moment. Alors, vous avez compris, Jean-Claude, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter trop. On a compris que vous êtes l'un des derniers bûcherons. Euh, il n'y en a pas beaucoup, c'est-à-dire que la pratique, elle a changé. Donc voilà, on voit un peu un métier qui disparaît ou se transforme. Voilà. Ensuite, Charlotte, peut-être quelques mots pour vous présenter. Vous avez fait des études littéraires. Ensuite, vous avez commencé à travailler dans le cinéma en tant que assistant de réalisateur. Vous avez réalisé aussi des films publicitaires. Et vous avez réalisé précédemment un long métrage documentaire. Vous étiez parti très loin, cette fois-ci, au Japon, pour suivre une équipe de rugby. Voilà. Il y avait un peu de sud-ouest quand même, parce qu'il y avait du rugby, donc c'était quand même en lien, mais c'était oui, beaucoup plus loin. Et j'avais suivi plusieurs équipes au Japon au moment de la Coupe du Monde qui avait lieu chez eux en 2019. Et tout à l'heure, vous avez dit c'est le projet du film, l'idée de l'envie. Elle est née du fait de, voilà, un jour, vous croisez Jean-Claude dans le marché et ça vous vient de cette idée. Mais sauf que Jean-Claude, vous le connaissiez avant. Je le connais depuis que je suis gamine, parce que je viens ici avec toute ma famille depuis que je suis née. Et en fait, j'étais tellement émue que je vous ai pas dit l'histoire jusqu'au bout, mais c'est vrai que quand il coupe et qu'il fait des coupes en hiver, pour se réchauffer, il fait du feu, et ce qui fait, il casse du charme, parce que vous n'avez pas besoin de le faire sécher. Et c'est comme ça que Feu de charme est venu, et c'était le tout début de l'histoire. Et puis Jean-Claude a accepté que je le suive avec une caméra, ce qui n'était pas forcément évident. Au début, c'était juste nous deux, puis après, moi avec une caméra, puis après toute une équipe. Et voilà. Et il a vraiment, il s'est prêté au jeu. Il a été la personne généreuse et ouverte qu'on connaît tous à Besse. Et je remercie tous les autres aussi qui ont participé, qui nous ont ouvert les portes de leur scierie, de leur méranderie, de leur charbonnerie, parce que toutes les images que vous avez vues ont été tournées avec les gens et les femmes et les hommes de la forêt et de la région. Et voilà, c'est grâce à eux. Aussi, vous savez, ce qu'il y a de plus riche dans l'humanité, c'est pas de donner, c'est d'offrir. Pour offrir, il faut deux cas de figure. Un, quand vous ouvrez la porte. Deux, quand vous tendez les bras. Je remercie toutes les entreprises qui ont voulu bien nous ouvrir la porte. Et je remercie aussi toutes les personnes et les dames qui nous ont tendu les bras de leur savoir-faire, de leur connaissance et aussi de leurs salariés. Merci. Je tiens à remercier aussi Charlotte, toute son équipe, tous ceux qui ont travaillé autour de ce film. Et je remercie aussi ce soir, aujourd'hui encore, tout le public de Gendo. Et je souhaite une bonne saison festival à Gendo au niveau de la cinématographie. Merci à vous tous. Alors, pour continuer à parler un peu de cette envie première, qu'est-ce que vous a attiré, qu'est-ce que vous vouliez saisir de la personne de Jean-Claude, et comment le tournage, peut-être qu'il vous a fait avoir une vision un peu plus globale et du métier, de sa façon de vivre et tout ça. Qu'est-ce que vous avez... C'est vraiment c'est un pays et un paysage que je connais depuis, donc comme je vous disais, depuis que je suis née, mais que je comprenais pas vraiment avant, parce que je le voyais, je trouvais ça juste joli, parce qu'il y avait des arbres, parce que ça me changeait de Paris. Et en fait, ça m'a permis vraiment de comprendre comment vous pouvez à la fois exploiter tout en protégeant et en respectant son environnement. J'ai trouvé que c'était intéressant comme rapport à un écosystème, et ça, c'était ça que j'ai vraiment voulu mettre en scène à travers Jean-Claude et sa connaissance de son environnement dans le film. Donc c'était vraiment le point de départ. Et vous, Jean-Claude, parce qu'au début, je ne sais pas comment elle vous a présenté le projet, mais vous avez dit, vous pensiez que c'était pour quelques minutes de film, de plus en plus. Et alors, comment vous avez vécu le tournage? Donc, avec cette équipe qui grandissait au fur et à mesure du travail. Il faut dire la vérité. Tout au début, je ne pensais pas que... Bon, elle me dit, d'abord, j'étais un peu réticent quand même. Bon, mais après, j'ai réfléchi. Bon, j'ai dit, bon, on va accepter.
pour faire au moins reconnaître un peu le fin fond de notre Périgord, et un peu aussi quelques images de l'Occitanie, enfin du Marmignac, Conquera, tout ça. La bourriade. La qu'on dit bourriade, ici. voilà. Parce que bien souvent dans le Périgord, ça s'arrête à la forêt, enfin, dans le Sarladé. Mais le fin fond du Périgord noir, il est un peu oublié. Là, aujourd'hui, on montre quand même quelques images qui sont vraiment du fin fond du Périgord noir. Et un peu de la bourriade aussi. Ça, c'est important. Après, je reconnais mon travail. C'est un métier dur, dangereux, mais on aime ça. Je suis né, moi, là-dedans. Je suis un respectueux de la forêt. Ça, c'est important. Mais la forêt, c'est par rapport à les médias, nous, les bûcherons ou les exploitants de la forêt, on est perçus pas très bien, malheureusement. Alors que c'est pas ça. La forêt, d'abord, c'est du cas par cas. En haut lieu, on veut généraliser les affaires, tout. Non, c'est pas vrai, on vous ment là. La forêt du Périgord, moi je ne peux parler que de la forêt du Périgord noir. Je ne peux pas parler de la forêt de Troncé. Je ne peux pas parler de la forêt de Compiègne. Je ne peux pas parler de la forêt vosgienne. Je n'y suis pas allé. Je n'y travaille pas, je ne suis pas né. Mais moi, je peux parler, c'est la mienne. Là où je suis né, là où je travaille. Et là où elle me fait vivre. Je reconnais qu'à l'heure actuelle, le châtaignier, c'est vrai. Parce que le grand problème chez nous, c'est le châtaignier à l'heure actuelle. Le châtaignier est en forte disparition. Alors, il faut bien faire quelque chose. Soit on le laisse, et là, ça va tomber tout en lambeaux. Soit on l'exploite le meilleur possible, on fait le maximum de triage, et on le reboise. Par contre, contrairement à ce qu'on pense, les gens croient qu'on va tout reboiser en résineux. Non, pas chez nous en Périgord. Après, les autres régions, je ne peux pas parler des autres régions. Mais chez nous en Périgord, ce n'est pas le cas. C'est 1/3 de résineux, 2/3 de feuillus. Mais il ne faut pas oublier, on dit on déforeste. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a 150 ans de ça, la forêt du Périgord, elle représentait 22%. Aujourd'hui, elle a 45%. Vous, le Lot, il y a 150 ans de ça aussi, vous étiez à peu près pareil, à 22%. Aujourd'hui, vous êtes à 47%. Donc, on ne déforeste pas. La forêt a augmenté en volume. Le problème, c'est que maintenant, la forêt que l'on a, malheureusement, on va avoir avec les conditions climatiques qui arrivent, on n'aura pas ces gros arbres qu'on avait avant. Parce qu'il manque de l'eau. Ça, c'est certain. Et puis, ça, c'est impératif. Mais il faut se battre. Il faut essayer de replanter des arbres, le maximum de feuilles, qui soient le plus résistants à la sécheresse. Puis, il y a peut-être des choses à découvrir encore. Vous savez, il y a les fonds des glaciers. Mais dans ces glaciers-là, ils se fondent. Mais qui ne vous dit pas qu'il y a des herbes, des graines ou d'arbres qui sont là depuis des millions et des millions et des millions d'années, qui peut-être avaient à la recherche, grâce à la recherche, qui dit qu'il n'y aura pas quelque chose pour aider ce système forestier? Moi, je pense que si. Il y a des choses à observer. Mais pour ça, il faut leur laisser la chance. Et leur donner le moyen d'aller la chercher, cette chance-là. Ça, c'est mon avis à moi. Après, il ne faut pas exploiter. Quand on exploite du bois, nous, ben moi, personnellement, dans un arbre, il y a plusieurs qualités de bois. Vous avez le bois d'œuvre, vous avez vous avez la menuiserie, vous avez la pâte de papier, vous avez du piquet. Il y a une multitude de choses dans le même arbre. Il s'agit de le répandre, bien le répartir. Parce que chaque bûche, là où on le met, elle a sa valeur. Si on la mélange, ben, ce n'est pas les mêmes revenus. Et moi, mon but, ce n'est pas de faire des montagnes de bois. C'est d'exploiter le bois le meilleur possible. Puis, la forêt, vous savez, on la voit quand elle est adulte. Un arbre adulte, c'est comme un champ de blé. Quand il est mûr, il faut le récolter. On ne va pas dire, on va la laisser, on le moissonnera l'an prochain. Non. Mais la forêt, c'est la même chose. C'est une récolte. Parce que les gens mélangent beaucoup de choses. Ils confondent la forêt et le parc. Dans les parcs, c'est vrai, c'est là où il y a les plus grands arbres, les plus vieux arbres. Ça, ils ont leur place là. Mais la forêt, contrairement, il y a quelques gros arbres. Mais qui dit forêt, dit forester. Qui dit forêt, dit le mot faux, comme la fois à couper l'herbe.
c'est fait pour être coupé, exploité. Mais pas n'importe comment. Il faut le laisser le temps de la maturité. Un arbre, ça se remarque. Quand il commence à avoir, tant qu'il a des arbres, les branches, un épi de blé, c'est un arbre poussant. Mais quand il commence à avoir des branches complètement latérales, mais là, hélas, il est au bout de sa maturité. Mais là, il faut le couper pour essayer d'en récupérer le meilleur profit. Parce qu'il ne faut pas croire, on paye des impôts aussi. Hein. Et il faut vivre. Donc, il faut exploiter. Mais pas n'importe comment. Et par contre, les arbres qu'il y a là, à l'heure actuelle, je reconnais que la forêt souffre énormément. En 2019, il y avait 300 000 hectares de forêt qui dépérissaient. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a 1 million d'hectares qui souffrent. C'est incroyable, ça va vite. Alors, l'avenir, il ne faut pas désespérer, il faut reboiser. Mais il faut reboiser, il faut essayer de tout, y mettre de toutes les essences. Il y en aura bien une qui sortira, laquelle, je ne sais rien, mais une. Voilà, merci. Alors, si on revient sur le film, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur les premières images. Donc, on vous voit vous tout de suite, Jean-Claude, sur Montgolfière. On voit le frère de Jean-Claude aussi, Guinou, dit la pipe, oui, là-bas. Il est là aussi. Mais pas les premières images. Les premières images, c'est Jean-Claude. Et donc, c'est une vision de la forêt un peu particulière, parce qu'on peut dire que c'est le point de vue du cinéma ou des aviateurs ou comme ça, on voit la forêt d'en haut. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir la forêt comme ça. Mais peut-être vous, Jean-Claude, je ne sais pas si c'était la première fois que, pour de vrai, vous voyez la canopée des lieux où vous travaillez. C'est pas la première fois, bon, c'est pas. J'ai déjà pris 2 ou 3 fois la Montgolfière, mais... Et peut-être la question, au c'est niveau aussi de la pour forêt, vraiment Charles. pencher sur la parole de la forêt, oui, c'est la première fois. Tiens. Comment vous avez conçu cette séquence et voilà, elle arrive tout de suite dans les films où on part sur quelque chose d'une note un peu positive, où vous dites, bon, les dégâts, ils sont pas si importants que je pensais. Alors, comment vous avez conçu, quelle signification pour vous avoir filmé la forêt comme ça et la place qu'elle a dans le film, le montage final? La logique, en fait, je pensais en pensant mon film au tout début, je pensais que j'irais plutôt du pied de l'arbre jusqu'à sa cime, et parce que Jean-Claude a la particularité de travailler comme bûcheron et comme paysan agriculteur. Donc, il fallait à la fois le travail de l'arbre et le travail de la terre. Et donc, un arbre, ça prend ses racines dans la terre et ça va jusqu'au ciel. Donc, voilà. Et je pensais que j'allais suivre le mouvement ascensionnel. Et finalement, ça a été... en descendant, on est parti, on a pris une montgolfière. Ça, c'était un autre choix. C'est parce que je voulais... il y a un côté plus sensationnel peut-être avec le drone et qui aurait été plus simple à mettre en place, ça c'est certain, en tout cas moins coûteux pour la production. Oui, voilà, mais c'est vrai que je voulais garder le plus possible, pas ramener un œil artificiel avec une déformation qui implique forcément les caméras embarquées dans un drone. Et on est parti vraiment du haut de la forêt pour aller descendre jusqu'au pied de l'arbre, à la terre. Et c'est cette dernière image de Jean-Claude qui laboure son champ et le travail de la terre. Donc voilà, c'était ça la logique et la pensée derrière de l'ouvrir sur la canopée pour finir au pied. Et après, Jean-Claude, vous dites que ce n'était pas la première fois, mais quand même, vous faites le constat que ça va à peu près. Ça veut dire quoi, ça va? Les dégâts, ils sont pas si importants. Comment vous voyez ça? Bon, il faut dire une chose. Là, qui dit une montgolfière, vous savez, c'est le vent qui guide. Hein. Bon, mais là, on est passé sur un site, c'est vrai, il n'était pas trop abîmé. Mais si on était parti dans un autre sens, en allant par exemple chez moi, en allant sur le côté du Fumélois ou alors du côté de la Bessède, ben, on n'aurait pas vu du tout les mêmes images. Là, je peux vous dire, ça aurait été totalement différent. Là, c'est vraiment abîmé. Mais là, bon, ce jour-là, on a eu cette chance-là, qu'on a survolé le coin peut-être le plus sain du fin fond du Périgord.
Puis il faut dire une chose, que chez nous, quand même, on a quand même une multitude d'essences de bois. Moi, personnellement, j'en ai recensé sur ma commune. Cette année, je suis à 37 essences, je dis bien, de bois. Parce que, enfin, d'arbres, pardon. Après, parce qu'un arbre, c'est 5 mètres et plus, 5 mètres et moins, c'est un arbuste. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais je vous dis, ça fait 37 essences différentes sur ma commune. C'est énorme. Hein. On a une chance terrible. Et là, pour ça, dans notre village, il ne manque pas d'oxygène. Hein. Parce qu'on peut s'oxygéner. Hein. Parce que, vous savez, si on prend 1 hectare de forêt, conçu d'un tiers de gros arbres, 1 tiers de taille moyenne et 1 tiers de petite taille, ça oxygène en moyenne 20 personnes, ce qui est énorme. La consommation d'oxygène d'un homme ou d'une femme d'une taille moyenne et d'un poids moyen, c'est environ entre 600 à 700 grammes par jour d'oxygène pur, ce qui fait une consommation annuelle de 300 kilos. Sachant que l'air que nous respirons ici aujourd'hui, il y a 21% d'oxygène. Vous n'avez qu'à faire le total d'oxygène qu'il faut que notre poumon oxygène. Hein. 20 prélève. Voilà. Pour l'oxygénation. Ce qui est énorme. Hein. 700 à 800 grammes par jour, il faut respirer. On va jongler entre des questions plus sur le fond et sur la conception et la fabrication du film, si ça vous va. Et alors, je me demandais aussi par rapport au format de l'image choisi, qui est un format un peu carré, qui empêche un peu le paysage d'exister et de se concentrer sur le personnage, donc Jean-Claude et tous les autres. Comment ça s'est fait, ces choix Un arbre, je ne sais pas si vous avez essayé de le photographier, mais c'est assez dur à mettre en boîte. Donc, je trouve que le 4/3, ça rend bien l'idée de la verticalité de l'arbre. Et même si on n'arrive pas à le faire rentrer en entier, au moins on a sa direction. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi le 4/3. Et puis j'avais Jean-Claude, la forêt, la nature, c'est son environnement, c'est quelque chose, c'est pas un paysage, c'est pas un tableau. Et je voulais sortir du 16/9, surtout que on a la chance d'être dans une région magnifique et où c'est assez facile de créer des prises de vue sans trop travailler. Et donc, c'est pour ça que le 4/3 était un peu plus contraignant. Ça permettait aussi d'être beaucoup plus proche de Jean-Claude, des gestes qu'il effectue et du métier qu'il fait sans l'idéaliser. Et donc, on voit aussi, malgré tout, le plaisir de filmer déjà et de rendre une image qui est belle, peut-être pas esthétique, peut-être pas de canon comme ça de esthétique, mais il y a une beauté, une poésie aussi dans l'image. Et ça, j'imagine que tu as travaillé avec tes 2 chefs opératrices, j'ai vu sur le générique. Et on a utilisé beaucoup de collants. Alors, c'est des collants de dames. On les a tous découpés et on les plaçait sur l'optique de nos caméras pour permettre de diffuser l'image et d'avoir ce rendu final. Donc, Jean-Claude et moi, on a découpé beaucoup de collants. Parce que ça, c'était la suite de la question, parce que la lumière est assez diffuminée. Il y a quelque chose d'un effet comme ça qu'on dirait presque la pellicule, mais c'est pas de la pellicule. Donc voilà, on a la réponse. Oui, de temps en temps, il se voit un peu à l'image, mais c'était un parti pris. C'était l'empreinte qu'on voulait donner à l'esthétique du film. Et voilà, donc on a choisi d'assumer nos collants et nos bas qui, de temps en temps... c'est ça aussi, le 4/3, c'est très pratique parce que de temps en temps, dans le 16/9, on le voit un peu dans le coin, dans le bord cadre. Mais le 4/3, ça permet de masquer les artefacts de création. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle, donc n'hésitez pas. Il y en a plein, il y en a tout en haut déjà. Alors, je n'ai pas vu le film, je le regrette. Soi-disant, on est arrivé en retard, on a payé. Mais bon, ce n'est pas le plus grave. Moi, je voulais aussi parler de la forêt boréale, parce qu'à l'heure actuelle, autour de chez moi, il y a 2,5 hectares de bois qui sont en train d'être détruits par ce qu'on appelle les abatteuses. Moi, aujourd'hui, je considère qu'une abatteuse, eh bien, ce n'est pas digne d'un bûcheron, parce que pour moi, c'est une arme. Et il est temps de désarmer ces abatteuses. Alors à Cassagne, chez moi, comme je pourrais dire, eh bien, il y a une coupe rase qui se fait. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein tout autour. Donc, vous avez parlé de votre film, je vous respecte, monsieur,
Le film, il a été fait comme il a pu être fait. Ça a été regardé du haut d'une montgolfière et c'est peut-être très bien parce que l'ensemble de vue, il est grand. Mais chez moi, vous êtes sur le théâtre même d'une coupe rase. Et ces coupes rases, personne ne vient vous le dire. Vous apercevez qu'il y a la coupe rase quand la batteuse est là. Ils ne prennent pas la peine de vous respecter. Je suis là, je m'installe et je coupe partout. Et ça, c'est insupportable. On voit beaucoup d'émotions. C'est vrai que les coupes, et ces questions dans le film, c'est évoqué, les coupes rases. C'est vrai que c'est quelque chose qui impacte énormément les gens qui... voilà, c'est un paysage qui est transformé d'un jour à l'autre. Mais il se trouve que Jean-Claude, il ne travaille pas du tout de cette façon-là. Non, monsieur, on regrette que vous n'ayez pas vu le film. Et faut aussi nuancer, bien sûr, que ces coupes, elles existent. Et bien sûr qu'elles sont brutales pour les gens qui habitent à côté. Le travail de Jean-Claude, il est très, très différent. Et on évoque les machines dans le film. C'est quelque chose qu'on peut regretter, qu'on peut supporter. Mais c'est un débat qui est compliqué. Et il n'y a plus d'hommes aussi pour vivre dans la forêt. Moi, par exemple, juste pour en parler des machines, je ne les aimais pas avant de commencer le film. Attendez, monsieur, je vous ai écouté. Je les aimais pas au début, j'avais un jugement négatif sur elles. En suivant Jean-Claude dans la forêt, en voyant la manière dont il travaille et ce que ça veut dire être bûcheron, très sincèrement, maintenant, je comprends comment on peut aussi exploiter la forêt de cette façon. Et la question que soulève Jean-Claude et qui pour moi est aussi cruciale, c'est pourquoi il n'y a plus d'hommes pour vivre dans la forêt et de femmes. Et après, on peut être pour, être contre, mais on peut aussi écouter le point de vue de Jean-Claude qui dit aussi que la machine est un outil et que ça dépend comment on utilise cet outil. Vous savez, je ne sais pas ce que c'est que vous avez coupé comme bois, ce qui se coupe à côté de chez vous, comme... Quand ces bois sont sortis là, à bord de route, il n'y a pas qu'un seul tas, il y a plusieurs tas. Mais alors, monsieur, je crois que vous vous trompez là. Hein, parce que si on trie le mérin, si on sort la bille, si on sort du piquet, si on sort des grandes perches, ben, je regrette, monsieur, c'est du bois d'œuvre. C'est du bois d'œuvre, monsieur. Les charpentes en châtaignier, moi le premier, j'en fais. Faut pas croire. Tout le monde, là, je crois que vous vous trompez, hein, monsieur. C'est pas ça, l'exploitation. Il faut pas tout mélanger dans un arbre. Il y a plusieurs plusieurs sortes de bois de qualité. Puis après, à la fin, quand on arrive vers la cime, ben c'est sûr, là, c'est des bois de trituration, c'est de la pâte à papier. Et là, ça, c'est ancestral, ça. C'est pas d'aujourd'hui. Ah, maintenant, c'est de la pâte à papier. Mais autrefois, c'était transformé en charbon. C'était pour faire marcher les machines. C'est ça la différence. Là, je pense que vous vous trompez. C'est pas une critique, hein, monsieur. Ça, c'est à vous de juger. Hein. On va essayer peut-être de faire circuler la parole et de continuer à parler du film. Dans le film, il est dit l'image du bûcheron, c'est une image qui est très dégradée. On ne comprend pas trop. C'est vrai qu'aujourd'hui, les discours ambiants, c'est de dire, voilà, si on veut faire des bons gestes pour la nature, il faut planter un arbre. C'est vrai que voilà, c'est tout autour de cette aussi notion de la décarbonisation, tous les enjeux, voilà. Et voilà, ça se voit répercuter sur l'image des gens qui continuent de travailler la forêt de façon respectueuse. Et moi, je me disais, Charlotte, est-ce que pour toi, ce film-là, c'était aussi une façon d'apporter quelque chose dans ce discours autour de l'écologie et de la préservation des milieux naturels? Est-ce que toi, tu l'as conçu comme ça, le film? Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était ce que je vous disais au départ, c'est de voir vraiment comment on peut avoir, tout en exploitant son environnement, le respecter, parce que je crois que malheureusement, on a un cycle de consommation qui est bien trop élevé, enfin nous tous, dans cette salle, moi la première, et que il faut pas nier le fait qu'on a besoin de choses, qu'on a besoin de ressources, de matières, de tables, de tout ça, mais qu'il faut réfléchir à comment on les utilise, comment on les achète,
comment on les exploite. Et c'est dans ce sens-là où je pense que c'est écologique comme film, c'est-à-dire que réfléchir à quand est-ce qu'on coupe un arbre au meilleur moment pour cet arbre, parce qu'il va devenir quelque chose d'autre et pas juste du mélaminé et qui va être... là, dans ces cas-là, ça va être dégradé. Mais c'est ça que j'ai trouvé très, très intéressant et c'est une autre manière d'envisager un rapport écologique au monde. Et moi, je voyais cet aspect-là écologique dans la vie même de Jean-Claude, qui, on voit, il vit avec les ressources qui sont autour de lui, beaucoup, beaucoup. Il va récolter des noix quand c'est la saison. Il est paysan, donc c'est un mode de vie en soi. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Claude? Juste, je voudrais dire que Jean-Claude, c'est un cadran solaire. Il vit en fonction des saisons et en fonction de la lumière et de ce qu'il peut faire à l'extérieur. Et il y a quand même une chose qui nous a frappé, moi et toute mon équipe, quand on est allé chez toi, Jean-Claude, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Il n'y a rien qui est inutile, en fait. Il y a toutes les épluchures, tout est recyclé. Ça va chez les voisins, ça va pour les cochons, pour les poules. Il n'y a pas de... Alors, il n'aime pas ça, mais il est beaucoup plus écologique, en tout cas que moi, pour commencer. Vous savez, moi, l'écologie, c'est un mot, comment je pourrais vous dire? Vous savez, la manite phalloïde, c'est un champignon naturel. On est bien d'accord? Si on en fait une omelette, je pense, vous connaissez aussi bien les conséquences qu'il va y avoir. L'écologie, telle qu'elle est aujourd'hui, le mot écologie, au départ, oui, c'est un vrai mot. Mais aujourd'hui, hélas, je crains que non. Elle est devenue trop politique. Et hélas, c'est comme l'omelette de champignons à la manite phalloïde. C'est pas très bon. Voilà. C'est ce que mon ressenti à moi. Je pense que je ne la vois pas comme ça, l'écologie. Moi, la forêt, c'est l'humanité. C'est totalement différent. Merci. Merci de votre film qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Mais par contre, je voulais parler. Ce monsieur parle des coupes qui sont faites pour faire les granulés. Non, pas ça. Mais quand les fameuses grosses machines coupent tout, et même, parce que j'ai vu des films déjà, j'ai vu, je sais pas, mon premier film sur la forêt. Mais pour faire le granulé, on fait des coupes rases ou on fait pas la répartition du bois comme vous la proposez? Si, madame, on l'a fait. Dans un couple châtaignier, vous avez du bois d'œuvre. Ça, tel qu'on voit. C'est pas vu dans l'image, là, parce qu'on n'a pas pu tout mettre. Ouais, mais moi, personnellement, je le trie. Mais la machine fait la même chose. C'est le chauffeur qui fait ça. Mais si c'est du bois d'œuvre, il va le mettre dans le bois d'œuvre. Si c'est de la bille, c'est ce qui est plus cher. C'est ce qu'on fait dans la menuiserie, de l'ébénisterie. Après, vous avez le mérin. C'est fait pour faire des parquets, des lambris. Après, vous avez les piquets. Piquets, c'est pour faire des clôtures. Après, on fait des perches. Souvent, c'est destiné pour les arbres fruitiers, pour les renfoncements de digues. Ça, c'est toujours du bois d'œuvre, ça. Mais après, quand vous avez du bois mort, comme tout à l'heure, les toutes petites sections qui font de 8, parce que c'est toujours en diamètre, de 8 à 10, de 8 à 12, on en fait du charbon. Ça, c'est pour faire les barbecues. Après, de 12 à 20, 30 de diamètre, ça, c'est pour faire du bois d'énergie, à condition qu'il soit mort. Bien dit, j'ai bien dit, sec. Après, quand c'est des bois verts, tout tordus, tout noueux, atteint une maladie du champ, de la roulure, ça, c'est fait pour de la pâte à papier. C'est que c'est bien précis, les affaires. Et la machine fait exactement la même chose. Ce qu'il y a, les gens, ils voient des tas, et ils croient que c'est tout pour faire du granulé ou du bois d'énergie. Non, c'est pas ça. C'est bien chaque chose à sa place. C'est ça, la gestion de la forêt. Voilà.
Après, c'est une question aussi des perceptions du temps, peut-être. Enfin, il y a quelque chose dans le film qui est, moi, qui m'a marqué. Bon, enfin, ça, on le sait, la temporalité de croissance d'un arbre, c'est pas la même que celle d'une vie humaine. Non. Par contre, c'est vrai que quand on abat, et on abat une hectare comme ça en quelques jours, c'est vrai que tout ça, ça passe très vite. Et donc, il y a toute cette conception du temps aussi qui est travaillée dans le film. C'est ce qu'un des forestiers dit pendant le banquet, c'est-à-dire qu'il y avait un mitage du paysage avant qui maintenant, ça, il faut bien le reconnaître, très violent avec la machine. Ça, c'est une vérité visuelle où quand vous partez de chez vous, le soir vous rentrez, elle a coupé 5 fois plus qu'un bûcheron manuel comme Jean-Claude. Donc oui, c'est une violence visuelle, ça, elle est indéniable. D'abord, je voudrais remercier pour cet excellent film. J'adore la forêt, je n'y suis pas né, mais avec ma famille, on a eu de belles rencontres déjà avec la forêt, et on en a encore. Vous insistez sur la valorisation du bois, et c'est très chouette, c'est idéal. Je dirais le problème, c'est que nos consommations sont souvent divergentes et très évolutives, et ce qui fait que le forestier a quelquefois du mal à valoriser tous ces bois. Quelquefois, le bois d'œuvre n'a plus de valeur, vous l'avez dit vous-même. Certains arbres ne trouvent plus leur valorisation, donc soit il va disparaître broyé, ou laisser, quand le propriétaire veut bien le laisser, en misant sur le futur. Et en fait, ce sont nos consommations, et à chaque fois qu'on commande un objet sur Amazon, c'est du carton, et donc il y a une très forte demande en carton. Par contre, d'autres marchés vont pas trouver d'autres bois vont pas trouver leur valorisation. Donc, pour finir, nous sommes un peu responsables vis-à-vis de notre consommation, de ce qui se passe en forêt. Et là, je voudrais, avec Jean-Claude, le réconcilier avec l'écologie, c'est que si on était nous-mêmes un petit peu plus écolo, on serait plus prudent sur nos consommations et permettrait peut-être de valoriser la forêt, en évitant le mélaminé, peut-être, en évitant certains bois qui mériteraient, qui pourraient être valorisés autrement. Voilà. Donc, je crois qu'on est le forestier, il est contraint par un marché qui évolue très vite, et nos modes dont nous sommes tous responsables. Voilà. On est entièrement d'accord là, sur ce point-là. Là, pas de problème. Il y a la parole qui est demandée par là, mais j'en profite pour vous dire qu'il y a au moins 2 personnes qui sont assises parmi le public qui ont été ici, sur les grands écrans. Est-ce que les noms, je ne connais pas. Il y a Bastien et Claire qui nous ont accueillis dans leur boulangerie aussi, et qui est donc Bastien, si vous avez compris, le petit-neveu de Jean-Claude, le petit-fils de Guinou. Et voilà, on peut l'applaudir aussi parce qu'il a... s'est levé. Vous êtes proche de la nature, ce que je vois moi aussi d'ailleurs. Dans votre reportage, dans votre film qui est super bien fait, vous ne parlez jamais d'autres produits. Alors on vous voit cueillir des noix, on vous voit faire d'autres travaux, et vous avez oublié nos chers cèpes. Vous parliez d'amanitoïdes tout à l'heure, mais les cèpes, vous les avez oubliés, les cèpes, les girolles. Ça sera un feu de charme 2. Mac. Ouais. On ne peut pas parler de tout. On les a pas croisés, les cèpes. Là. On les a mangés. Vous avez mangé, d'accord. Malheureusement, au moment du tournage, hélas, il n'y en avait pas. Ça m'était un peu difficile de les montrer. En septembre, quand vous cueilliez les noix, quand même, il devait y avoir quelques cèpes. Non, monsieur. Vous savez, les cèpes, c'est un phénomène, ça. Hein. Oui, je sais, oui. Si c'était si facile à faire, il y en aurait longtemps qu'on le cultiverait. Heureusement, la nature, pour une fois, elle fait la bonne chose, là. Ça, pas de problème. Non, c'est mal tombé, mais qu'est-ce que vous dites, c'est comme ça. Hein. Bon, d'accord. Bon, on verra dans Charme 2, alors s'il y a des cèpes, d'accord. Oui, bonne continuation. C'est vrai. C'est le fruit de la forêt.
Oui. Est-ce qu'à aucun moment on ne parle de l'ONF? Est-ce qu'il y avait des gens de l'ONF? Quels sont vos rapports avec l'ONF? Voilà, ou pas? L'ONF, il n'y en avait pas autour de la table parce que elle gère les forêts publiques. Et la forêt périgourdine est majoritairement, si tu me corriges si je me trompe, mais à 95%, elle est de propriétaires privés. Donc, du coup, mais il y avait Frédéric Ledin, qui était un des forestiers présents et qui aide à faire tous les plans de gestion de la forêt, qui était là et qui est, si vous voulez, le pendant de l'ONF. Mais sauf que, bon, bah, dans ce territoire très précis, ça s'applique moins, quoi, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de forêt publique. Dordogne, la forêt privée, c'est à peu près 120, ça représente 120 000 familles. Vous voyez, pour 430 et quelques 430 000 hectares. La forêt en moyenne, c'est 4 hectares par personne. Mais bon, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. On a une très petite superficie, d'autres qui en ont beaucoup plus. C'est ça, la moyenne, c'est 4 hectares. Et vous, à peu près, dans le Lot, vous êtes à peu près à 60-70 000 personnes qui ont de la forêt, en moyenne. Sachant que, en moyenne, au niveau national, ben, chaque individu consomme à peu près 1 mètre cube par personne. Autrement dit, on est à peu près 68-69 millions. Ben, notre consommation est à peu près 69 millions de mètres cubes. 1 mètre cube par personne. Ce qui fait à peu près 2 coffres par voiture. Voilà. En moyenne, c'est moyenne. Oui, bonjour. Je suis charpentier en Aveyron. Je travaille essentiellement le châtaignier. Et d'abord, merci pour le film. J'ai trouvé très riche, plein d'égards. J'ai 2 petites questions qui, je pense, sont un peu imbriquées. La première, on vous voit à un moment sélectionner des spécimens en forêt, dire celui-là, on va attendre 50 ans pour le couper. Et vous parlez des, sauf si tempête et incendie. Mais comment vous assurez que derrière vous, je vous souhaite longue vie, malheureusement, vous ne serez sûrement pas éternel. Qui assure cette sélection derrière vous sur un cycle aussi long? Est-ce que vous avez de la relève? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de reprendre le flambeau? Et ma deuxième question, qui est un peu liée à ça, c'est que, en tout cas par chez nous, on a des bûcherons comme vous qui travaillent à la tronçonneuse, mais pas assez, clairement pas assez. On galère à trouver du monde pour nous trouver des plants de sol, des châtaigniers, donc on fait le travail nous-mêmes, sûrement très mal. Quel message, j'ai envie de dire optimiste, j'aimerais, vous pourriez faire passer à des jeunes que ça tenterait de s'installer dans cette discipline-là, parce qu'on sait tous que c'est très dur et qu'on n'en vit pas ou mal. Oui. Je suis d'accord avec vous, je sais que, hélas, ça sera très, très difficile à avoir une suite. Ce qui est grave, c'est ça qui est grave. Parce que il faudrait quand même que ces jeunes-là, qu'on ait davantage de jeunes pour la consolider. J'emploie bien le mot consolider, la forêt. Mais hélas, je suis comme vous. Je crois qu'il n'y en aura pas assez. Ça, je suis d'accord avec vous. On a le même point de vue, même analyse. Merci. Il y a quand même des gens de la commune, des jeunes de la commune, alors ils sont bien moins nombreux qu'avant, mais ils étaient présents aussi au moment du dîner des forestiers, qui choisissent de rester, de travailler la forêt et de... Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est pas très optimiste. Désolée. Mais peut-être que enfin Jean-Claude, il va quand même travailler. Il va au contact des enfants dans les écoles. Peut-être que ça va créer des vocations. On ne sait jamais. Moi, je voulais juste demander à Jean-Claude quelle était son attitude. Enfin, ça n'a pas été trop évoqué dans le film, mais c'est pas tout à fait le sujet, par rapport aux animaux qu'il rencontre dans la forêt, c'est-à-dire les sangliers, les cerfs, les écureuils, voilà. Toute cette comment son attitude par rapport à voilà. Vous savez, l'écureuil, ça pour moi c'est un bel animal, pas de problème. Bon, après le renard. Oui, voilà. Le renard, vous savez, c'est une bonne bête, ça aussi quand même. Parce que c'est peut-être celui qui aime mieux la forêt. Enfin, oui, qui s'adapte le mieux, enfin, qui l'aime le mieux. Et en plus, je dirais la même chose, c'est qu'il élu même la forêt, le renard. Par contre, le sanglier, le cerf, là, si on ne chassait pas du tout, je vais vous dire, mais dans 2-3 ans, ben, il n'y aurait plus de forêt. Ce serait tout dévasté. Déjà que c'est déjà pas mal
abîmés par ces gibiers-là. Je pense que là, c'est un gros, gros fléau aujourd'hui dans la forêt. Même pas que, et pas que dans la forêt, dans l'agriculture aussi. Hein. Ça, c'est un gros problème. Malgré que on a des chasseurs, on fait des chasses, des tirs de nuit, tout ça pour atténuer, mais bon, peut-être pas assez. Mais bon, il faut s'adapter. Mais bon, c'est dur, très dur. Madame? Merci beaucoup pour ce film magnifique et qui m'a énormément émue, vraiment. Merci Jean-Claude d'être ce que tu es et j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin et qu'il y aura plein de petits Jean-Claude qui vont arriver dans notre région et que les pouvoirs publics, et notamment les communes, vont tout faire pour séduire les jeunes générations pour ce magnifique métier et pour repeupler la forêt d'êtres humains qui vivent en harmonie avec elle, mais avec aussi, comme tu l'expliques très bien, la machine qu'on va utiliser, mais qui ne va pas nous utiliser. Et puis, voilà, ce rapport, moi, je suis vraiment très émue. Vraiment, j'avais envie de pleurer. Et je remercie beaucoup Charlotte d'avoir fait ce film. Alors, il y a une question que je veux vous poser. C'est, mais où est donc le boulanger? Il est là. Non, mais le boulanger, il fait son pain où? J'en veux. Oui, vous devriez y aller parce qu'il est très très bon. Et on va lui passer le micro, il va vous expliquer exactement comment vous y rendre. Et je voudrais juste préciser une chose pour la jeunesse et la relève, et ce sera peut-être pour un peu de charme 2, mais enfin, non, je rigole. Mais on voulait aller filmer à l'école de Meymac, l'école forestière. Malheureusement, ça ne s'est pas présenté, on n'a pas eu l'opportunité, mais c'est vrai que c'est un pendant du film que j'aurais bien aimé aussi explorer pour aller voir comment on forme les nouvelles générations de bûcherons, de forestiers, et comment ça se profile, et qui sont-ils, et sont-ils plus nombreux. Enfin, c'est vraiment en effet quelque chose qui aurait pu être intéressant, mais malheureusement, c'est comme les cèpes, on peut pas tout faire. Déjà, je vais profiter d'avoir le micro pour remercier Charlotte d'avoir fait un film sur Titi, parce que nous, on l'appelle pas Jean-Claude, on l'appelle Titi. C'est un peu spécial de voir sa vie en film, c'est quand même super chouette. Et Titi, ça a toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Et du coup, de voir des images de lui, c'est quand même super chouette. Et ça laisse une trace de Papy et Titi, donc c'est quand même... Enfin, c'est plein d'émotions, quoi. Trop chouette. Et pour le... Et tu as réussi quand même à donner ce côté, comme on disait, d'écologie à travers Titi, qui se revendique pas du tout, pas du tout dans l'écologie. En fait, sans le vouloir, il fait plus d'écologie que nous, quoi. Enfin, voilà, nous on le côtoie depuis tout petit, et puis on l'écoute parler comme il sait bien faire. Et moi, j'ai toujours été bercé par ces moments de philosophie autour de la table. Et t'apprends, comme je dis dans le film, en fait, moi, j'ai toujours été halluciné de savoir le nombre de trucs qu'il savait, alors qu'il n'a pas de téléphone, qu'il n'a pas de télé. Enfin, c'est Titi, quoi. Et pour le pain, je suis boulanger à Montazo. Montazo, c'est toujours en Dordogne, mais c'est à la limite de la Gironde. Voilà, je fais partie de ces enfants qui sont un peu... parti parce qu'il y avait plus de clients vers la Gironde, quoi. Mais un jour, j'espère revenir dans les coins faire du pain. Bravo. Je pense qu'on va finir avec ces mots, le débat. Charlotte et Jean-Claude, ils vont rester dans le coin, donc je pense que si vous avez encore des questions, ils vont prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci Charlotte, merci Jean-Claude. Merci à Guinou aussi, qu'on ne l'a pas présenté, qui s'élève là. Il ne nous entend pas, mais vous l'avez vu dans le film.